Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec nous sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. Bien sûr que nous avons pour vous deux sujets à traiter avec différents spécialistes. L'interview santé consacrée à l'insuffisance cardiaque, une maladie secondaire à d'autres pathologies justement. Comment éviter les complications, les explications avec le docteur Siham El-Harti. Elle est cardiologue et elle sera avec nous en fin d'émission. Mais pour l'heure, je retrouve deux professionnels de la santé mentale physique aussi. Nous allons parler de l'anxiété. Est-ce que c'est un mal plus féminin que masculin? Eh bien, une question que nous allons leur poser. Restez avec nous pour les détails. Et cette question, l'anxiété, un mal féminin, je vous dirai en fait qu'en préparant cette émission justement et en échangeant avec mes collègues, on m'a dit pas spécialement, les hommes aussi peuvent être anxieux. Et c'est un homme qui m'a répondu comme ça, et ça m'a rassurée justement. Mais je vais poser la question aux professionnels. Madame Mona Lohman, bonjour. Bonjour. Vous êtes algologue, c'est-à-dire médecin de la douleur, et vous êtes psychothérapeute. Et docteur Atmal El-Rabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Merci beaucoup d'être là, justement. Un duo femme-homme, psychiatre, psychothérapeute, médecin de la douleur. Et cette fameuse question, l'anxiété, un mal féminin. Est-ce que ça vous choque comme titre, docteur Atmal El-Rabi? Honnêtement, non. Ça ne me choque pas parce que ça correspond à la réalité de ce qu'on observe. C'est-à-dire que les dames sont plus souvent victimes de troubles anxieux, hein, peut-être plus souvent que les hommes. Alors, quand on parle d'anxiété... Alors, déjà, ça ne vous choque pas? Non. Non. Je vais poser la question à Madame Mona Lohman aussi. Est-ce que la question vous choque? L'anxiété, un mal féminin, point d'interrogation? Alors, sur un plan de vue médical, un peu peut-être, mais sur un plan de vue social, non. Puisqu'on a tendance à associer l'anxiété, ou du moins les manifestations psychologiques de l'anxiété, plutôt au sexe féminin. Alors que les hommes sont anxieux aussi, ils le manifesteront certainement d'une autre manière. D'une autre manière. Donc, pour Madame Lohman, pas forcément féminin, d'un point de vue médical. Pour Dr El-Rabi, ça reste quand même... plus souvent féminin. Plus souvent féminin que masculin. Très bien. Alors, souvent quand on parle d'anxiété aussi, donc là on va rentrer un peu dans les définitions, les explications, quand on parle d'anxiété, on mélange différents termes. Oui. On parle d'anxiété, d'angoisse, de peur, comme si ça allait ensemble. Est-ce que c'est la même chose quand on parle d'anxiété ou d'angoisse? Est-ce que c'est la même chose? Alors, c'est la même grande famille. C'est la même grande famille de la peur. Hein. Il faut, entendons-nous bien, l'anxiété, déjà on va commencer par la définir. Qu'est-ce que c'est l'anxiété? C'est un état émotionnel hein, qui se caractérise justement par une appréhension, donc une peur, il y a une peur dedans, mais qui est en général dirigée vers quelque chose, c'est-à-dire quelque chose quelque chose de l'environnement ou du vécu ou une personne qu'on identifie comme étant menaçant, donc anxiogène, c'est-à-dire qui génère de l'anxiété. C'est une réponse émotionnelle. Il y a bien sûr une part aussi de réponse ou de symptômes physiques qui accompagnent ça. C'est très important parce que c'est à peu près comparable à la peur, c'est-à-dire si jamais on tombe sur une bête sauvage qui risque de nous attaquer, c'est à peu près comparable. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont mis en jeu, mais à une intensité moindre. Hein, c'est très important. Donc, à partir de là, bien évidemment, tout le monde peut se sentir anxieux. Alors justement, est-ce qu'on ne stigmatise pas? Parce qu'en préparant l'émission, justement, je tombe sur anxiété. L'anxiété est normale, ça peut être salvateur, c'est nécessaire pour se protéger. Mais pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de l'anxiété comme étant quelque chose d'extrêmement négatif, voire de stigmatisant, Madame Lohman? Alors d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur le volet médical. Toute cette grande famille dont a parlé le docteur El-Rabi est inscrite dans le système limbique au niveau de notre cerveau, et notamment dans une partie de ce système limbique qui est l'amygdale, qui va générer toutes les réponses émotionnelles, dont notamment la peur et l'anxiété. Et cette zone de notre cerveau est liée à d'autres espaces, notamment la sphère de l'hypothalamus, qui gère les réactions neurovégétatives. Donc, ça nous permet d'expliquer pourquoi une réaction d'anxiété ou de peur peut se traduire par des palpitations, des tachycardies. Il y a des circuits qui s'alimentent. Ça s'exprime physiquement. Ça s'exprime physiquement à travers
des médiateurs qui passent dans notre sang. Alors, pour moi, il y a les peurs primaires. Je pense que nous partageons avec tous les êtres vivants du monde animal, où effectivement il y a identification, soit par apprentissage, parce qu'on nous a dit il faut faire attention, le mammouth quand il attaque ou le veau, c'est dangereux, on a les 3 alternatives, fuir, faire le mort ou attaquer, et les peurs apprises par les sociétés, notamment on en a discuté un petit peu, les sociétés patriarcales, où on va conditionner... On en a discuté un petit peu en off. En off, pour mettre les téléspectateurs dans l'ambiance. Il y a des choses qui se passent dans les couloirs aussi. Oui, bon, il y a des échanges en permanence, ça c'est la vie. Donc il y a des peurs apprises, conditionnées par l'environnement. C'est-à-dire une femme, puisqu'on parle d'anxiété féminine, n'aura pas forcément les mêmes peurs si elle vit dans un environnement sécuritaire que si elle vit dans un espace où il y a une guerre civile, par exemple. Absolument. Voilà. Mais est-ce qu'on parle aussi d'anxiété dans un contexte culturel? Pour vous, les spécialistes, c'est aussi à prendre en considération. Par exemple, une femme qui va venir, chez qui vous allez diagnostiquer des troubles anxieux, et ensuite, en creusant, vous allez comprendre éventuellement que c'est une histoire d'éducation, notamment, peut-être que parce que c'est culturel, sociétal, et donc dans ce cas-là, la prise en charge va être particulière, parce qu'on ne va pas lui demander de faire la révolution du jour au lendemain non plus sur son identité, sa famille et tout ça. Est-ce qu'il faut aussi inscrire les symptômes, ces troubles anxieux, dans leur contexte et dans leur société? Est-ce que c'est important? Alors, le plus souvent, là vous avez parlé de troubles anxieux. Parce que vous avez parlé de troubles anxieux au départ. Voilà. Je reprends le jargon. Donc on parlait d'anxiété qui est une réaction normale, c'est très important. C'est ce qui est mis en jeu quand une situation nous menace. Évidemment, oui, bien sûr, il y a les peurs primaires. Il y a des peurs plus complexes qui sont issues de notre éducation aussi, mais issues du fait que nous sommes évolués, qu'on vive en société et qu'il y a des impératifs peut-être de réussite, par exemple, professionnelle, de réussite sur le plan personnel. Il faut arriver à fonder une famille, avoir des enfants. Il y a beaucoup d'impératifs. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que, si vous voulez, l'anxiété, comme réponse émotionnelle, se manifeste quand ces choses-là, qui ne sont pas forcément une menace réelle pour ma survie, quand je parle du fait d'échouer à un examen, par exemple, je ne vais pas en mourir, mais ça menace quelque chose de symbolique, qui est important et auquel je tiens parce que je suis un être avec un psychisme, avec des ambitions, avec une volonté, avec un désir, etc., etc., et avec des craintes, bien évidemment. Et donc, c'est là où effectivement, ça se manifeste. Pour en revenir à l'histoire de l'éducation, moi, je pense que, et ça rejoint un petit peu le titre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'éduque pas les garçons de la même manière que les filles. À partir de là, il faut comprendre, moi, dans ma vision cognitive et comportementaliste des choses, le dogme, c'est que les expériences qu'on vit nous façonnent réellement, et nous impriment des habitudes en fonction des résultats qu'on observe. On aura tendance à répéter un comportement qui a eu des conséquences positives, et on aura tendance à ne pas répéter un comportement qui aura des conséquences négatives, naturellement. Donc, si vous voulez, ces choses-là, donc l'éducation ou ces différences-là entre les garçons et les filles, dès le début, la fille, on lui explique que c'est cette petite chose fragile, qui risque beaucoup plus de choses, qui a peut-être besoin de la présence, en général masculine, d'une présence masculine pour l'aider, même si c'est son petit frère, etc. Et donc, c'est comme si on conditionnait la femme, dès son jeune âge, à identifier des risques plus important. C'est ça, la définition d'un trouble anxieux. Un trouble anxieux, l'anxiété devient pathologique à partir du moment où, face à un risque ou une menace, on a notre système, notre réponse anxieuse qui est disproportionnée, ou alors, quand on a cette anxiété face à une menace qui n'est pas réelle. Donc, c'est là, de manière très sommaire et très simpliste, qu'est-ce que c'est un trouble anxieux? Et c'est, naturellement, c'est vrai que les dames, à partir de là, ont plus de facilité à tomber... Dans une société particulière comme la nôtre. Tout à fait, parce que quand on parlait de l'éducation de la fille par rapport aux garçons, c'est bien évidemment culturel. Culturel, tout à fait, absolument. Alors, docteur Mouna Lohman, vous êtes médecin généraliste de formation, vous êtes algologue, c'est-à-dire médecin de la douleur, mais aussi vous êtes spécialiste en somatisation, en psychosomatisation. Et donc, comment ça se manifeste? Parce que on va dire tout est lié. Avec vous, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses, et notamment ça, que le corps et l'esprit sont intimement liés, et que d'une manière ou d'une autre, chacun va exprimer le mal-être de l'autre. Alors, ces troubles anxieux,
il se répercute sur le comportement de la personne, sur son état de santé physique et mental aussi, on va le voir. Il se répercute sur son état physique, comment et à quel degré? Qu'est-ce que vous avez pu voir à travers votre pratique? Alors, les troubles anxieux comme tels, je pense que mon collègue sera à même d'en parler plus en détail, en tant que quantité psychiatrique. Alors, moi, ce que je pourrais parler, c'est l'anxiété moyenne, voire exagérée, voire associée à des troubles anxieux comme tels, associée à des maladies douloureuses. Oui, et là, c'est l'expression en fait de cette anxiété? C'est des accompagnements, c'est des comorbidités, c'est-à-dire il y a une maladie centrale qui provoque de la douleur chronique. Donc, je donnerai un exemple, une hernie une hernie discale au niveau de la zone lombaire, qui va provoquer un mal de dos chronique, qui va s'instaurer au bout de 3 mois avec le titre de douleur chronique, c'est-à-dire maladie à part entière, et qui va être associé ou pas, mais nous parlons dans le cas où c'est positif, à un trouble anxieux parce que la personne perd son statut social, perd son travail, est en invalidité, etc. Et en fonction que ce soit un homme ou une femme, c'est-à-dire on revient au sens des rôles, ça va avoir un impact sur le niveau d'anxiété différent, j'allais dire. Selon les tâches, le quotidien de chacun, les responsabilités et l'image sociale que ça va. Alors d'abord sur le plan personnel, la peur de l'invalidité et de rester sur une chaise roulante, je pense que ça doit être commun. Mais le sens que ça a pour l'un et pour l'autre va être forcément différent. Donc l'anxiété dans ce cas de figure, à mon sens, agit comme un amplificateur du syndrome douloureux chronique. C'est-à-dire que la douleur est perçue comme étant encore plus forte et l'anxiété est majorée par la douleur parce qu'elle renforce la sensation d'impotence. Donc, dans ce cas de figure, il est tout aussi urgent de traiter le syndrome anxieux ou le trouble anxieux avec le spécialiste correspondant que le syndrome douloureux chronique. Donc, il y a, à mon sens, une espèce d'échelle crescendo où on a une anxiété physiologique, comme on a un stress physiologique qui nous booste, qui nous permet de réagir, qui nous permet de faire attention à l'environnement. Là, on peut être dans les peurs primaires qui sont valables pour toute personne humaine, comme pour les peurs apprises dues au contexte culturel. Et en plus, il reste aussi ma propre personnalité. Est-ce que j'ai plutôt tendance à être ceci ou ça, renforcé ou non par l'environnement? D'accord? Donc à ce moment-là, quand on arrive dans le cadre de la maladie somatique, l'anxiété devient une priorité dans la prise en charge. Parce qu'elle agit, comme je l'ai dit, comme un amplificateur et peut se transformer en une maladie psychiatrique à part entière. Absolument. Mais alors justement, pour vous, le psychiatre, docteur Atmal Lorabi, est-ce qu'on peut se rendre compte, parce que vous le dites, l'anxiété c'est normal. Ce qui est, on va dire, moins normal et plus difficile, c'est les troubles anxieux. Et en fait, nous, à titre individuel, on n'est pas des spécialistes, on ne peut pas mesurer. Pour nous, c'est légitime, par exemple, d'avoir peur, d'être anxieux pour quelqu'un qui... On a, par exemple, un ado et il veut sortir le soir. Il veut sortir le soir. Bon, on se dit, je le laisse pas, ça m'embête de le sortir, ça me fait peur, je ne sais pas sur qui il va tomber, quelles expériences il risque de faire. Mais en même temps, on va dire, je suis presque forcée de le faire parce qu'il faut qu'il vive sa vie. Mais pendant ce temps-là, eh bien, je vais passer 2 heures ou 3 heures à ne pas fermer l'œil, à attendre qu'il rentre, à être complètement angoissée, à penser parfois au pire. Mais je l'espère quand même. Pour vous, ça, c'est une anxiété ou un trouble anxieux? Non, c'est une anxiété. Parce que, alors, les troubles psychiatriques, de manière générale, ça, c'est une petite astuce pour voir à partir de quand est-ce qu'on doit s'inquiéter. Voilà, ils sont définis en fonction aussi de leur impact sur le quotidien, en fonction aussi du degré de souffrance générée. Si vous voulez, globalement, quelqu'un qui ne souffre pas et puis qui n'a pas d'impact réel sur sa vie et aussi au niveau de ses relations interpersonnelles, hein, la famille, etc., on ne peut pas parler réellement de troubles anxieux. Donc ce que vous venez de décrire, c'est une anxiété, somme toute, normale, hein, pour quelqu'un qui mesure peut-être, certainement, à juste titre, les risques encourus. Hein, c'est très important. Mais là où il y a quelque chose de très... Comment dire? Là où, si vous voulez, la différence se situe, c'est dans le fait de laisser cet ado, par exemple, y aller ou de ne pas le laisser. Est-ce qu'on le laisse y aller systématiquement ou est-ce qu'on ne le laisse pas y aller systématiquement, etc. Parce qu'on se protège de temps en temps, justement. Mais quand vous dites que ça dépend aussi de nos relations, de l'impact de nos relations avec les autres, on peut parfois ne pas accepter ou être dans le déni de l'impact de notre comportement sur les autres. On est anxieux, on a un trouble, enfin, ensuite c'est à vous de poser le diagnostic, le spécialiste, mais voilà, par anxiété, on va dire, pour faire les choses simples, par anxiété, on évite telle ou telle chose, tel ou tel comportement, un voyage, une sortie. Oui, tout à fait. Mais pour les autres, on exagère, mais pour nous,
on est juste simplement prudent. Très bien. Vous avez dit le mot juste. On évite. Il faut comprendre que quand on parle d'anxiété, ce qu'on appelle les conduites d'évitement, donc tout ce qui nous amène à nous soustraire de ce qui nous fait peur. Donc, éviter d'y aller, éviter de faire ceci, éviter de machin. Et ça renforce la peur. Il faut le savoir. Et donc, à partir du moment où, pour une raison X ou Y, le problème, c'est que notre cerveau, il a tendance à rationaliser un petit peu les choses. Et donc, on ne le perçoit pas comme vous le dites, hein, comme étant, c'est parce que j'ai peur que je ne le fais pas, mais plutôt, oh, j'ai pas envie, laisse-le pour un autre jour. Oh, non, je me sens pas en forme. Mais en fait, si on se pose avec nous-mêmes et qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on est en train de se dire à ce moment-là, il y a très probablement quelque chose de l'ordre de la peur, exactement, qui est mis en jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut prendre du recul, il faut se poser avec soi-même, comme on dit. Alors, le dogme, tout à l'heure, quand vous avez donné l'exemple de l'ado, il est très bon, parce que la différence quand on laisse l'ado y aller, est que oui, on a peur, par exemple, et qu'on ne dort pas, et qu'on imagine le pire, et que finalement, il rentre. Donc, le fait de s'être confronté à cette peur, et de l'avoir vécue jusqu'au bout, va faire que très probablement, la fois d'après, cette personne, enfin la maman ou le papa, sera moins anxieux à l'idée de le faire sortir, de le laisser sortir. C'est très important. Ça dilue un peu cette... Il y a un phénomène d'habituation par rapport aux peurs. C'est très important et ça rejoint un petit peu... parce que c'est vrai que c'est très complexe et c'est peut-être très flou. Oui. Et ça reste très subjectif presque, cette histoire de... Oui, tout à fait, mais ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que ce soit un mal féminin, entre guillemets. Comme les femmes ou les filles sont surprotégées dans nos cultures, dans nos sociétés, etc., elles ont peu l'occasion d'expérimenter des expériences risquées. Quand je parle de risquées, c'est au sens théorique du terme, c'est-à-dire il y a une peur, une appréhension, et je la vis jusqu'au bout pour voir si ma peur était justifiée ou pas. Parce que justement, pardon, entre parenthèses, dans cette situation de l'ado, souvent la maman est angoissée et le papa dit « mais tu exagères, tu peux le laisser, c'est pas grave ». Voilà, parce qu'ils n'ont pas la même perception de la même situation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont certainement pas les mêmes expériences en termes de gestion du risque, gestion du danger pendant toute leur éducation. Parce qu'un homme va vivre plus de situations à risque. On va le laisser davantage. Ouais. On va le laisser, on va même valoriser ça dans notre société, alors que pour une femme, on aura tendance plutôt, ce sera vu de manière extrêmement péjorative. Absolument. Et voilà. Donc c'est bien là aussi une question. Ça revient souvent aussi. Oui, ça revient souvent. Quand les enfants sont dehors, ils dorment et moi je reste réveillée jusqu'à ce qu'ils rentrent. Ouais. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils dorment. Souvent les mamans disent ça. Ouais. Et ça rejoint parfaitement ce que vous étiez en train d'expliquer. Un autre moment où on va dire il y a une grosse anxiété de la part des femmes, c'est après l'arrivée d'un bébé. Les mamans sont beaucoup plus anxieuses que les papas. Les papas peuvent dormir sans problème. La maman, quand elle y arrive, elle le fait à moitié et encore. Souvent, aller vérifier si le bébé respire. Souvent, est-ce que ça, pour vous, docteur Mouna Lohman, ça rentre dans une anxiété passagère normale ou, attention, parfois, on peut frôler les troubles anxieux et à ce moment-là, il faut faire attention. Alors moi, je voudrais revenir, avant de répondre à votre question, sur un commentaire qu'a dit Dr Lorabi, c'est-à-dire la quantité d'expérience que nous avons face à des risques réels ou supposés, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet, en fin de compte, c'est de se connaître. Est-ce que réellement, j'ai des capacités de réaction, d'adaptation, d'autoprotection adaptées aux risques niveau 1, niveau 2, niveau 3, tout n'est pas de niveau 5. D'accord ? Ça, c'est un élément important. Le deuxième point, c'est qu'il y a des renforcements positifs ou négatifs en fonction des résultats. Ça, c'est la base même de tout ce qui est reconditionnement. C'est-à-dire, décryptez-nous ça, c'est trop technique. Non, c'est très simple, il a parfaitement expliqué. C'est-à-dire que si j'ai un comportement A qui a été évalué ou valorisé par mon environnement comme étant positif, j'aurais tendance à le répéter. C'est ce qu'on appellerait le renforcement positif. D'accord. Par contre, s'il y a une évaluation négative, ce comportement a tendance à s'éteindre. OK. D'accord ? Donc, l'anxiété peut être, dans des contextes culturels déterminés, renforcée par l'environnement. Non, tout à fait. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que manifester ma peur, parfois même, ça peut rentrer dans le jeu du relationnel social. Je suis parfaitement capable, mais étant avec mon futur époux, par exemple, je ne manifeste pas trop mes capacités d'autogestion parce qu'il y a une image culturelle derrière.
Et là, on le voit, par exemple, dans l'autre extrême, dans les femmes qui passent le toit de verre et qui occupent des postes de management de type anglo-saxon libéralo-agressif, j'allais dire comme ça, leur mode de comportement change. Elles ont tendance à adopter des comportements plus masculins, vu l'environnement qui va favoriser un certain nombre de prises de risques, un certain nombre de types d'attitudes agressives dans le contexte professionnel, s'entend, d'imposer son opinion, de lidérer une équipe, etc. Et elles vont apprendre, comme elles ont appris, d'autres comportements face à la prise de gestion du risque. Donc la maman, elle subit le même conditionnement. Voilà, donc finalement, ce sont des situations qui se répètent, donc qui ont des tonalités différentes. Donc je suppose qu'il doit y avoir quand même de l'ordre du biologique. Hein. Il y a un lien qui a été établi avec cet enfant. Il y a quand même un instinct de protection pour que l'espèce se perpétue. Autre conversation que nous avons eue en off par rapport au sens de notre présence. Et il y a aussi le fait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Je vous posais la question parce que ça m'a rappelé, en fait, la situation m'a rappelé l'explication d'un spécialiste qui disait un enfant, une maman qui va être dans cet état d'anxiété, justement, à toujours vérifier si son bébé dort bien, s'il respire, si tout va bien, va provoquer ou stimuler d'une manière, bien sûr, tout ça c'est inconscient et c'est en sous-marin et en souterrain que ça passe, va provoquer chez ce bébé, chez ce nouveau-né, une forme d'instabilité. Donc c'est un bébé qui ne va pas faire ses nuits, qui va constamment dormir, qui va constamment pleurer, parce que en pleurant, il rassure sa maman sur son état de vie. Je pleure, donc je suis. Exact. En fait, les processus d'apprentissage commencent très tôt. Hein. On pourrait même dire en intra-utérin. Si ma mère était une grande anxieuse, forcément, ne serait-ce que par le système neurovégétatif, je reçois beaucoup d'adrénaline, de catécholamine, etc. dans la circulation. Je perçois ces battements cardiaques. Donc, je normalise cet état d'anxiété, puisque ce sont les premières expériences, voire intra-utérines, que j'ai. Donc, en étant bébé, si ma mère continue sur cette lancée d'anxiété, soit parce qu'elle n'est pas renforcée par rapport à son rôle de mère, soit il y a une trop grosse pression, soit c'est le premier-né, c'est souvent le cas. Absolument. Soit le conjoint ne souhaite pas ou ne peut pas ou ne participe pas aux soins du bébé. À ce moment-là, effectivement, elle a une lourde charge sur ses épaules. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Si à ce bébé lui arrive quelque chose pendant qu'elle dort, la réponse sociale ne sera pas la même que si c'était parce que le papa dormait. Absolument. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre aussi qu'il y a un environnement qui est très, comment dirais-je, punissant par rapport à ces rôles qui sont investis. Alors, cette histoire de troubles anxieux, justement, est-ce qu'ils sont sous-estimés chez les personnes qui en souffrent, Dr Atman Lorabi? Est-ce qu'on vient vous voir à un stade plutôt avancé? Est-ce qu'on pense justement, encore une fois, que culturellement, c'est normal d'être inquiet, d'avoir peur, d'être angoissé? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. On n'a pas réellement de chiffres réels. Mais c'est vrai qu'en général, les gens qui viennent consulter, ils sont à un stade dépassé. Qu'est-ce que ça veut dire, un stade dépassé? Ça veut dire que le plus souvent, il y a ce qu'on appelle une dépression secondaire. Il faut bien comprendre que la dépression, c'est pas une maladie, enfin, c'est pas qu'une maladie, ça peut aussi émailler l'évolution d'autres troubles, et principalement les troubles anxieux. Bon, il y a cette histoire de dépression, mais tout à l'heure, vous avez parlé des hommes, etc., qui sont anxieux, mais qu'on voit peut-être moins souvent, c'est vrai. C'est parce que les troubles anxieux sont aussi pourvoyeurs de consommation d'alcool, de drogue, ce genre de choses. C'est une des très, très grandes raisons de consommation abusive, cela s'entend. Donc, à partir de là, si vous voulez, je pense qu'il y a réellement un terrain fertile pour qu'il y ait, pour plusieurs considérations, mais pour qu'il y ait des troubles anxieux qui se manifestent. Il y a, quand on parle trouble anxieux, on parle de ce qu'on appelle, il y a le trouble anxieux généralisé, je vous donne les titres, et globalement à quoi ça ressemble. C'est le fait de se faire du souci excessif pour à peu près tout. À peu près tout. Donc tout est source de soucis. Il y a souvent des dépressions, etc. C'est vraiment quelque chose de pénible. Il y a bien évidemment les phobies. Ce qu'on appelle les phobies simples ou spécifiques, c'est-à-dire les gens qui sont phobiques de certains animaux, des hauteurs, etc., etc. Et puis, c'est presque accepté, ça. Oui, il a une phobie des hauteurs. Bon, c'est pas grave, il évite de monter. Parce qu'il n'y a pas un fort impact sur le quotidien. Quelqu'un qui, par exemple, lave les carreaux
dans les torrents, s'il a cette phobie des hauteurs, là, il y a un problème et il faut qu'il se fasse traiter. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'impact. Et puis, il y a une autre grande variété qui sont ce qu'on appelle les troubles paniques. Tout à l'heure, Dr Louhaman avait parlé de l'amygdale. L'amygdale qui est cette structure du cerveau, globalement, c'est la télécommande qui allume le signal alerte. C'est vraiment ça, c'est qui allume à travers des médiateurs humoraux, des hormones, etc. Donc, cette télécommande est constamment en alerte. Voilà, en fait, le trouble panique, c'est cette télécommande qui s'allume avec une très forte intensité, parce que c'est ça le trouble panique, très très forte intensité, on a vraiment l'impression que ça y est, c'est la fin du monde, de manière, voilà, sans qu'il y ait rien, absolument rien. Et donc là, bon, ça se traite, etc., mais ce sont des choses, et les gens, quelquefois, et même les troubles paniques, pour parler de la perception du trouble, les gens l'associent souvent au contexte où ils étaient. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi je suis sur le plateau de Média TV, je vais faire une attaque de panique, après ma tête se conditionne, si jamais j'y vais, je vais faire une autre attaque de panique. Il y a plein de petits trucs. Le problème, c'est que ça reste pas un événement ponctuel. Ça va devenir Média TV, puis après, ça va m'arriver dans ma voiture. Je vais éviter la voiture, puis après, ça va m'arriver dans un mall. Je vais éviter les malls. Et petit à petit, la qualité de ma vie va s'en ressentir. Et c'est là, en général, que les gens viennent consulter. Alors, on reviendra justement aussi sur la prise en charge et sur l'impact sur l'entourage aussi. Ça, c'est un point extrêmement important, mais juste après la pause. Je rappelle que je suis en compagnie du Dr Mouna Louhaman, algologue, médecin de la douleur et psychothérapeute, et Dr Atmal Lorabi, psychiatre, psychothérapeute. Vous exercez tous les deux à Casablanca. En tout cas, merci beaucoup d'être là. On reste ensemble sur Média TV et on parle aussi d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est pour le volet 100% santé et prévention. La suite dans un petit moment. À tout de suite. Allez, on enchaîne justement avec la deuxième partie consacrée à l'anxiété, un mal féminin. On continue de répondre à cette question avec les deux spécialistes, Dr Mouna Louhaman, algologue, médecin de la douleur et psychothérapeute, et Dr Atmal Lorabi, psychiatre et psychothérapeute. Alors justement, Dr Mouna Louhaman, entre autres, donc, dans vos différentes spécialités, vous êtes aussi spécialiste de la psychosomatisation. Est-ce qu'il arrive parfois qu'on vient vous voir en tant que médecin de la douleur, médecin généraliste, pour différents troubles, on va dire des douleurs ressenties, physiques, qu'on penserait être organiques, mais après diagnostic et après examen, rien d'organique. Et finalement, ce que vous découvrez, c'est qu'il y a de l'anxiété. Et donc, c'est une psychosomatisation. Tout à fait. En général, les processus de psychosomatisation s'accompagnent de troubles anxieux. Parce que justement, il y a une surcharge au niveau du corps par des systèmes d'alerte de situations de stress ou de danger, réels ou perçus comme tels, ce qui fait que le corps, de manière générale, est en surchauffe, si je peux me permettre cette expression. Donc, dans les grandes lignes, la psychosomatisation serait une première gestion de l'appareil psychique de nos difficultés ou des circonstances de vie qu'on serait amené à vivre, depuis la vie intra-utérine jusqu'au moment de la consultation. Et quand l'appareil psychique serait saturé, à ce moment-là, de manière très simple, il transvaserait l'excès de pulsions qu'il ne pourrait plus gérer vers le soma. Et à ce moment-là, on a une manifestation d'une maladie somatique. Alors évidemment, tout ça, c'est graduel. Bien sûr. Donc on passe de la gêne vers le symptôme, plus ou moins permanent, et ensuite, la maladie comme telle se déclare dans sa phase aiguë, chronique, et puis jusqu'à l'évolution extrême de la pathologie. Donc, c'est très fréquent de détecter par un interrogatoire ou par une anamnèse dirigée les troubles anxieux structurelle chez la personne, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec une amygdale en surchauffe, comme pour reprendre les termes de mon collègue, en permanence, depuis l'enfance, depuis l'adolescence ou depuis un événement traumatique qui a perturbé cette régulation de perception du danger, du stress ou de l'anxiété et qui a fait que, de manière générale, le corps est en starter permanent.
Donc à un moment ou à un autre, il y aura expression de dysfonction, de malaise, voire de mal, en fonction de la carte génétique qu'aurait cette personne. Donc on parle d'épigénétique, on en a déjà abordé la question, où il y a une concordance entre, comment dirais-je, mon capital génétique et mes proportions à faire telle ou telle maladie, et l'environnement qui favoriserait l'expression de cette maladie-là. Donc l'anxiété, à mon sens... Mais pardon de vous interrompre, docteur, oui. quand vous posez le diagnostic et que vous dites au patient, écoutez, monsieur, madame, ce que vous avez, vous le ressentez véritablement. Oui. Donc il y a une douleur physique. Tout à fait. Mais la raison est plutôt psychique. Comment c'est pris? Alors, est-ce que vous dites ça, en fait? Pas forcément de cette manière-là, à moins que le patient lui-même amène cette réalité anxieuse et de stress dans l'entretien médical. Mais par des questions dirigées, je l'amène à se rendre compte qu'il y a une amplification de sa douleur dans certaines circonstances déterminées. Quand vous êtes sous stress, quand vous êtes à la bourre, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre douleur est majorée? Si la réponse est oui, c'est qu'il y a clairement une prise de conscience à ce moment-là, et ce qui ouvre la porte à la prise en charge de cette anxiété. Donc pour la prise en charge en fait, de l'anxiété, mais aussi de la pathologie qui accompagne cette anxiété, on va dire ça a été l'expression de cette anxiété, oui. Il faut véritablement prendre en charge la douleur. La douleur est physique, c'est pas le malade imaginaire. Tout à fait. Là par contre, je voudrais que les choses soient claires. Les syndromes douloureux chroniques, que ce soit des douleurs qui ont un substrat organique, par exemple une névralgie post-herpétique, c'est-à-dire ces douleurs qui restent après un épisode de zona, d'infection par le virus zona, où on sait très bien qu'il y a une relation de cause à effet, comme des pathologies de syndrome douloureux fonctionnel, fibromyalgie, migraine, côlon irritable, la douleur, à partir du moment où elle est exprimée par le patient, décrite en ces termes, est réelle. Il faut la prendre en charge. Que cette douleur soit somatique, psychique, morale ou les trois choses à la fois. Donc à ce moment-là... C'est rendre sa dignité au patient, au malade. Et son droit. Son droit à la parole, son droit d'être cru et son droit d'être pris en charge dans ce qu'il dit. Donc, je ne sais pas, dans certaines maladies psychiatriques, si le patient dit à son psychiatre « je vois telle et telle chose », le psychiatre va recevoir l'information et va l'intégrer dans une grille de lecture déterminée. La douleur devrait être dans ce même ordre de validation par le professionnel. Alors justement, docteur Atman Lorabi, on n'a pas encore posé cette question. Est-ce que les troubles anxieux, c'est un syndrome, une pathologie qu'est-ce que c'est exactement en fait? Est-ce que c'est pris en charge comme une maladie? Tout à fait, ça figure dans la classification des troubles mentaux, hein, bien évidemment. Et bien sûr, comme n'importe quelle maladie, il y a d'abord les histoires d'intensité, parce qu'on peut avoir un trouble anxieux extrêmement sévère qui va être peut-être plus grave qu'une pathologie qu'on imaginerait plus sévère, mais plus légère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu flou ce que je viens de dire. Mais tout ça pour dire qu'il y a les troubles anxieux dans les troubles mentaux. Ça se traite à partir du moment où les personnes réellement sont conscientes des difficultés et des schémas qui ne peuvent pas s'empêcher de répéter, etc. Parce que, rendez-vous compte, il y a un dogme aussi quand on parle de cognitif et de comportemental, c'est quand on est en proie à une émotion trop forte, négative, entre guillemets, ou positive, hein, ça peut même être de la joie trop forte, on ne réfléchit plus parfaitement logiquement. Il y a des petites choses qui peuvent passer, et donc à ce moment-là, on est susceptible de prendre des décisions qui ne sont pas vraiment bonnes, en tout cas qu'on ne va pas assumer, qu'on va regretter. On peut... C'est un peu de la bipolarité, ça, non? Ce n'est pas de la bipolarité, parce que la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, et puis ça s'inscrit beaucoup plus sur le temps, dans le temps. Les troubles anxieux, ça ne fait pas partie aussi des troubles de l'humeur, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Le trouble anxieux, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est globalement il y a plusieurs niveaux, mais je vais le simplifier. C'est la personne est intimement convaincue qu'elle est incapable de gérer les dangers, qu'elle est incapable de gérer les incertitudes. Ou qu'il va y avoir danger aussi. Oui, mais tout à fait. Mais même quand on se dit qu'il va y avoir danger, si je suis sûr, par exemple, de mes capacités à l'affronter, il n'y aura pas forcément de réponse anxieuse. En tout cas, il n'y aura pas de réponse anxieuse disproportionnée et pathologique. Donc le souci, ça vient aussi de ma perception aussi à moi, de moi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis performant face au danger? Un exemple très terre-à-terre. Par exemple, quand on prend la route la nuit, oui. On est conscient des dangers de la nuit sur la route. Lesquels?
On voit pas, on a une moins bonne visibilité. On a une moins bonne visibilité. Très bien. On a le risque d'avoir des animaux qui traversent. Pendant la journée aussi. Pendant la journée, mais on a l'impression, je dis bien, on a l'impression que la nuit, le risque est amplifié. Et donc certaines personnes, pour ne pas prendre le risque, ne prennent jamais la route la nuit. Oui. On dit que ce sont des personnes prudentes et non pas des personnes anxieuses. Non, ce sont des personnes... alors... Là, ce n'est pas des troubles anxieux, bien sûr. Mais voilà, mais c'est parce que même parler des troubles anxieux, à moins de parler des phobies, de ces attaques de panique qui sont, on va dire, c'est évident, c'est visible, c'est gros, il y a d'autres troubles anxieux qui vont passer plus inaperçus. Tout à fait. Voilà, et c'est ça peut-être le risque. Tout à fait. Et parce que pour certains, c'est plutôt de la sagesse, c'est plutôt de la prudence, alors que ce sont des troubles anxieux. C'est comme ça qu'on le rationalise. Et cette histoire de conduire la nuit, vous allez rire, mais c'est quelque chose que j'entends extrêmement souvent. Et ça correspond effectivement à un trouble anxieux. Et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas de la prudence. En général, il y a eu une attaque de panique, et puis on a peur qu'il nous arrive un truc tout seul, sur la route, la nuit, en plus sur l'autoroute, j'ai même pas le droit de m'arrêter. Croyez-moi, quand on cherche qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de décider de ne pas conduire la nuit, on peut tomber sur ce genre de choses. Et quand mais ça, c'est masculin et féminin. Hein. Les deux, bien évidemment. Mais quand on dit, mais le plus souvent, ça a aussi été inculqué. Il ne faut pas oublier, on parle souvent, moi je parle souvent d'anxiété familiale. Alors, oui, il y a la composante génétique, probablement, mais à mon sens, la composante la plus importante, c'est l'éducation. Si on grandit, on ouvre les yeux dans un couple parental qui nous dit que ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, ça c'est dangereux, et à chaque fois qu'il nous dit là il va arriver malheur, là il va arriver malheur, là il va arriver malheur. Un jour il va arriver malheur, forcément. Non, mais moi c'est comme ça que je verrai le monde, c'est-à-dire à chaque fois que je regarderai à gauche, ah tiens ça peut tomber, ah là on peut se faire mal ici. Et donc c'est aussi une lecture différente du monde, mais avec laquelle on a été éduqué, vraiment, ça nous a été inculqué. Mais c'est une habitude. Et ce qui est intéressant, excusez-moi, oui, je vous ai interrompu, c'est une habitude. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que de la même manière qu'on a pris cette habitude par un processus d'apprentissage avec la vie, eh bien on peut apprendre d'autres habitudes, même contraires. On peut s'en défaire ? Bien évidemment. C'est ça le sens de mon propos. Alors justement, on peut s'en défaire, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est ce côté préventif de ce sujet à travers l'éducation. Vous l'avez dit, l'éducation façonne les enfants. Il nous reste 1 minute pour conclure. Je vous donne la parole, Dr Mouna Lohman. Alors, si j'ai qu'1 minute, je vais faire bref. D'accord. L'anxiété est un processus normal. À partir du moment où elle devient invalidante pour la personne ou pour l'environnement, on devrait commencer à se poser des questions. L'anxiété ne se manifeste pas toujours sous sa forme anxieuse. Elle peut se manifester sous forme de comportement restrictif. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Au bout d'un moment, il faudrait quand même se poser la question, quelle est l'évaluation réelle du risque encouru ? 3e point ou 4e, l'éducation est fondamentale. Absolument. Dans l'anxiété, la part de génétique n'est pas aussi prononcée que dans d'autres maladies, je veux bien en convenir. Mais si nous sommes des parents anxieux, il faut faire attention, le risque de produire, entre guillemets, ou d'encourager l'anxiété ou de faire développer l'anxiété chez nos enfants est forcément majeur à une famille qui gère les risques autrement. Et pour terminer, puisque le sujet est l'anxiété au féminin, je souhaiterais quand même dire que l'anxiété chez la femme doit être particulièrement prise en charge, parce qu'il y a un risque de stigmatisation par rapport à ce volet-là. De banalisation. De banalisation, de stigmatisation, parce que la femme est émotionnelle, la femme est fragile, et on risque de se retrouver enfermé dans un mode de fonctionnement qui non seulement nous porte préjudice à niveau personnel, puisqu'il nous empêche de vivre tel qu'on l'aurait souhaité, mais qui renforce cette idée de fragilité, de dépendance, et qui sert de modèle aussi à l'environnement. Eh bien, on va s'arrêter là pour que je ne devienne pas anxieuse par rapport au temps dans l'oreillette. Voilà, c'est pas le but. Merci beaucoup, Dr Mouna Lohman, algologue, médecin de la douleur, psychothérapeute, Dr Othman Lorabi, psychiatre, psychothérapeute à Casablanca. Merci beaucoup. Je retrouve un autre médecin dans un instant pour parler de la santé de votre cœur. Restez avec nous pour la suite sur Médien TV. Et donc on enchaîne là sur l'interview santé, loin d'en faire un rendez-vous anxiogène. Au contraire, le but c'est avant tout de faire de la prévention. Et la prévention, bien sûr, ça passe par l'information. Donc on enchaîne avec vous, Dr Siham El-Harti. Vous êtes cardiologue. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour Yasmine, c'est moi qui vous remercie de m'avoir conviée à ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir, madame. Et on va faire le point avec vous sur l'insuffisance cardiaque. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, à quoi faites-vous, vous, les professionnels, les spécialistes références ?
Déjà, je commencerai par te remercier d'avoir choisi ce sujet qui est fort intéressant, dans la mesure où c'est une pathologie qui est donc quand même grave et qui est fréquente dans notre pratique quotidienne en tant que cardiologue de ville et qu'il va falloir donc vulgariser auprès de l'auditoire public et auprès de la population donc générale. Donc, si on veut définir l'insuffisance cardiaque, c'est une incapacité de la pompe cardiaque, donc du muscle cardiaque, à effectuer donc, ou à donner un débit sanguin qui est suffisant pour subvenir et répondre aux différents besoins de l'organisme. Donc ça, c'est une première définition brève de l'insuffisance cardiaque. Donc le cœur, en fait, ne fait plus suffisamment bien son travail, on va dire. Exactement, exactement. Donc le muscle cardiaque ne pompe plus assez de sang. Et il s'ensuit, donc on comprend bien qu'en aval donc, de ce muscle cardiaque, on va avoir donc, une diminution de la circulation sanguine, alors qu'en amont donc, de cette pompe qui est défectueuse, on aura évidemment une surcharge, une stase de sang, et c'est ce qu'on appelle la congestion, voire même le terme d'insuffisance cardiaque congestive. D'accord. Alors vous dites beaucoup de personnes sont concernées, donc vous dites que vous voyez beaucoup de patients souffrant d'insuffisance cardiaque ? Tout à fait. Donc, l'insuffisance cardiaque en soi, donc c'est un syndrome qui est clinique, qui peut compliquer beaucoup de maladies donc cardiovasculaires et pulmonaires aussi. Donc, c'est très fréquent en consultation. Et pourquoi? Donc, c'est devenu, la prévalence a augmenté donc de plus en plus ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance de vie qui est quand même plus élevée qu'auparavant. Grâce donc, à l'amélioration des thérapeutiques de façon générale, donc le patient vit plus. Mais la conséquence, c'est qu'il développe encore plus de maladies ou il se complique plus d'insuffisance cardiaque. Et donc le but aujourd'hui pour nous, c'est très bien, alhamdoulilah, une meilleure espérance de vie, mais on peut en profiter en faisant de la prévention et c'est le but justement de cette discussion avec vous. Vous avez parlé de syndrome et en fait on dit que l'insuffisance cardiaque est une maladie secondaire. Tout à fait. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est un tableau clinique qui peut compliquer pas mal d'autres maladies comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc c'est un syndrome clinique qui associe donc des symptômes qui sont propres de l'insuffisance cardiaque et il faut absolument qu'il y ait avec donc une anomalie soit structurelle ou fonctionnelle donc du myocarde, du cœur. Donc ça peut intéresser aussi bien le cœur droit que le cœur gauche. Et la symptomatologie, donc, elle va varier en fonction qu'il s'agisse du cœur droit qui est atteint ou du cœur gauche ou des deux à la fois et de la prédominance d'un par rapport à l'autre. Donc en fait, c'est une maladie existante, cardiaque ou pulmonaire, comme vous avez dit, qui peut se dégrader et donner une insuffisance cardiaque. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut parler des symptômes ? Donc, je rappellerai donc, avant d'entamer directement donc, les symptômes, je rappellerai donc rapidement que les deux mécanismes principaux donc, de l'insuffisance cardiaque, si on a dit soit une anomalie au niveau de la pompe cardiaque du muscle cardiaque qui est amputée d'une partie de sa contraction, donc de sa puissance, on voit sa force de contraction diminuer. Ou alors, dans le cas contraire, c'est un problème de rigidité et de manque de relaxation et il n'arrive pas à bien se remplir. Donc, c'est un problème dans ces cas-là de pression. D'accord. Donc, les symptômes, ils dépendent... Sont les mêmes ou dépendent... Voilà. Donc, les symptômes dépendent donc de ces mécanismes donc, physiopathologiques. Mais ça, on va dire, c'est vous qui poserez ensuite le diagnostic. Ce qu'il faut, c'est donner l'information au grand public. Tout à fait. Sur quoi il faut rester vigilant? Le maître symptôme donc, dans l'insuffisance cardiaque, c'est la dyspnée. Donc, c'est une gêne respiratoire qui est ressentie par le patient. Il a du mal à respirer, à effectuer donc des efforts. Donc cette dyspnée ou cette gêne respiratoire donc, peut être stadifiée en 4 classes selon donc, une New York Heart Association. Et il va falloir informer le patient parce que c'est le patient qui nous donne l'information. Donc on a Mais ce sont souvent des patients, pardon de vous interrompre, souvent ce sont des patients déjà traités pour des problèmes de santé. L'insuffisance cardiaque ne vient pas s'installer du jour au lendemain chez une personne entre guillemets dite de bonne santé. C'est souvent le cas, mais pas mal de fois, l'insuffisance cardiaque peut être un tableau inaugural donc, d'une maladie cardiaque. Donc, cette maladie, elle peut d'emblée se déclarer par donc, une insuffisance cardiaque qui est l'évolution, donc, qui est une complication apparue. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive souvent. C'est souvent des malades qui ont négligé des petits symptômes de rien du tout. C'est pourquoi il faut insister donc, sur la prévention et sur l'information de ces patients. Même chez les jeunes, d'ailleurs. Même chez les jeunes, oui. Il y a pas mal de pathologies, on les verra tout à l'heure. Il y a pas mal de pathologies qui surviennent chez les jeunes et non pas chez les personnes âgées. Alors justement, par exemple, la dyspnée, cette difficulté à respirer, comme on dit communément chez nous, neja, surtout chez les personnes âgées, on a presque l'impression que c'est normal. On banalise ça.
on va dire entre guillemets, le troisième âge ou la vieillesse rime avec la dyspnée. Or, pour le spécialiste, ça ne devrait pas être automatique. Ça ne devrait pas être automatique. Il faut toujours comparer par rapport à un état antérieur. Donc, comme cette dyspnée, donc, je vais revenir donc, aux différentes classes. Donc, on a un stade 1 pour pouvoir donc, mieux expliquer. Absolument. Donc, le stade 1, on n'a pas de limitation de l'activité donc, physique habituelle qu'on a l'habitude de faire. Le stade 2, c'est qu'on a quand même une petite limitation dans les efforts qui sont importants. Et le stade 3, c'est pour des efforts modérés. Et le stade 4, on est essoufflé même au repos. Okay. Donc, il est normal qu'une personne âgée soit un petit peu plus essoufflée qu'une personne qui soit jeune pour des efforts un petit peu considérables. Mais dès que le patient accuse une fatigabilité plus importante ou une dyspnée plus importante par rapport à l'état antérieur, il faudrait s'inquiéter et aller quand même creuser un petit peu plus. Ça se pose vite, ça se remarque vite, ou c'est, de par votre pratique, les patients viennent de façon un peu plus tardive? En général, c'est progressif. Donc, en général, rares sont les cas où les maladies donc, cardiaques qui vont donner donc, un tableau aigu inaugural d'œdème aigu des poumons qu'on appelle l'OAP. En général, ça va donc de manière progressive en passant par les différents stades. Ce qui se passe, c'est que la majorité des patients négligent ou dénient leur symptomatologie. Absolument. Ils sont dans le déni et du coup, ils ne consultent pas à temps et viennent dans des stades avancés ou carrément avec des complications. Alors, vous avez parlé des causes, mais ce qu'on pourrait également appeler des facteurs de risque. C'est-à-dire, vous avez parlé des causes en citant certaines maladies cardiaques, mais est-ce qu'il y a d'autres maladies, notamment l'hypertension, le diabète, une mauvaise hygiène de vie, qui seraient des portes d'entrée de ce syndrome de l'insuffisance cardiaque? Tout à fait. Je terminerai juste par rapport aux symptômes. Il n'y a pas que la dyspnée, donc c'est important de mentionner. Bien sûr. Il n'y a pas que la dyspnée. Donc la dyspnée, c'est le symptôme majeur, comme j'ai dit, mais il faut faire attention à certains petits symptômes ou petits détails qui peuvent inquiéter ou qui peuvent donc alerter, notamment une prise de poids inhabituelle, donc parce que l'insuffisance cardiaque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la congestion, donc on a une rétention d'eau et donc du sel, donc on a tendance à enfler, que ça peut intéresser soit les jambes, un enflement important des jambes, ça peut être un enflement avec une distorsion de l'abdomen, ça peut être un gros foie, donc le patient a mal au niveau donc du flanc droit quand il marche, souvent c'est pathologie d'effort, ça peut être une simple fatigue. Et il ne faut pas oublier chez le sujet âgé, donc ça peut être des troubles de conscience, une petite désorientation, une insomnie, une agitation. Pourquoi? Parce que le cœur, comme on a dit, qui est défectueux, ne pompe pas assez de sang au cerveau et c'est plus vulnérable chez le sujet âgé que le sujet jeune. Ça, c'est un point extrêmement important, d'autant plus que, encore une fois, malheureusement, chez la personne âgée, les troubles du sommeil, on pense que c'est normal. Voilà. La somnolence, on se dit c'est normal. Est-ce qu'on peut passer à côté de quelque chose, justement? L'entourage, parce que c'est l'entourage qui remarque ce genre de choses. Bien sûr, si on n'est pas bien informé, si on n'est pas bien avisé auparavant par rapport aux symptômes, on peut passer à côté. Ça peut être, comme je vous ai dit, de simples vertiges ou un simple hypodébit cérébral qui donnera des troubles de conscience et c'est secondaire à une insuffisance cardiaque. Répétitif, bien sûr. Répétitif, qui se déclare. Donc, d'où l'importance de passer l'information aujourd'hui. Merci, docteur Siham Harti. On continue cette fois-ci sur ces facteurs de risque. Donc, pour ce qui est des facteurs de risque, donc, il y a des maladies qui sont en cause, il y a des circonstances qui peuvent être favorisantes et il y a des facteurs de risque, donc de comorbidité, qui peuvent entraîner également donc, une insuffisance cardiaque. Donc, pour les maladies, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas rentrée dans les détails, on a toutes des maladies cardiaques, notamment ça peut être des valvulopathies chez le sujet jeune. Tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que ça atteint uniquement le sujet âgé? Mais le sujet jeune est aussi donc, une cible et peut être concernée par l'insuffisance cardiaque. En particulier dans les valvulopathies, qu'elles soient du cœur droit ou du cœur gauche. Mais ces patients sont sensibilisés normalement par leur médecin traitant? S'il est connu porteur d'une valvulopathie auparavant, oui, on les sensibilise. C'est notre rôle, c'est le rôle du médecin traitant généraliste et du médecin cardiologue. On essaie de les sensibiliser au maximum sur les différents symptômes qu'ils peuvent avoir pour justement prévenir d'atteindre des stades ultimes d'insuffisance cardiaque ou d'arriver en catastrophe. Alors, on avance rapidement sur la prise en charge, justement, une personne chez qui on diagnostique une insuffisance cardiaque. Comment se fait la prise en charge? Et la prise en charge, elle a quel objectif? Améliorer la qualité de vie, prévenir une dégradation supplémentaire des facultés du cœur? Comment ça fonctionne?
La prise en charge donc, initiale, elle dépendra bien sûr du stade et du degré de la sévérité de l'insuffisance cardiaque, mais effectivement, elle a des objectifs, cette prise en charge. Donc, il faudra donc essayer au maximum donc, d'améliorer la qualité de vie du patient. Il faudra soulager ses symptômes dans un premier temps, donc il faut essayer de soulager les symptômes. Il faut essayer de prévenir donc, les récidives d'insuffisance cardiaque ultérieure pour diminuer donc, le risque de réhospitalisation ultérieure et par conséquent donc, le risque de mortalité. Et donc le patient agit aussi dans cette prise en charge. Tout à fait. Donc la prise en charge, l'implication du patient, elle est impérative. Donc elle doit faire partie de la stratégie donc, de prise en charge, stratégie de soins, de prise en charge globale du patient. Et que ce soit le patient, que ce soit le médecin, donc cardiologue ou le généraliste traitant, ils doivent proposer et organiser donc, une éducation thérapeutique aux patients. Pour pouvoir mieux adhérer au traitement, mieux comprendre le traitement, aussi bien les bénéfices que les effets secondaires, mieux reconnaître déjà la maladie en soi, ses symptômes, pour pouvoir donc détecter les premiers symptômes et avoir les premiers, on va dire les premiers signes d'alerte ou d'alarme pour consulter rapidement donc, le cardiologue. Ça passe aussi par donc, un certain nombre de mesures diététiques de la vie de tous les jours donc, à entreprendre et qui sont très très importants parce que dans le volet thérapeutique, il y a tout ce qui est non pharmacologique, donc c'est une hygiène de vie, et il y a à côté de ça le traitement médical, et l'un ne peut se passer de l'autre, c'est des traitements qui sont complémentaires. Alors la question qui se pose beaucoup, c'est l'activité physique. Le sport, on dit que ça fait partie de cet arsenal de prise en charge ou de prévention, mais en même temps, les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque ont peur de faire l'effort, de faire un effort. Normalement, pendant les poussées d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire en pleine crise, il n'est pas recommandé donc, de faire un effort. Pourquoi? Parce qu'au contraire, on prescrit un repos strict entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il faut il faut pas augmenter la charge de travail du cœur qui est déjà fatigué, donc on essaie de le soulager au maximum, donc on prescrit un repos. Par contre, en dehors des crises, il est recommandé au contraire de reprendre une activité physique qui doit être adaptée donc à sa pathologie, au degré d'insuffisance cardiaque, et tout ceci pour lutter contre la sédentarité, qui est un facteur de risque très important. On n'a pas fait le tour des facteurs de risque tout à l'heure. C'est très important de reprendre... Sédentarité, prise de poids, diabète, hypertension, artérielle, dyslipidémie, tout ça sont des facteurs qui favorisent l'installation d'une insuffisance cardiaque par le biais d'autres maladies. Et contre tout cela, on lutte par une meilleure hygiène de vie, une activité physique modérée selon son état de santé. Selon l'état de santé, selon le niveau et le stade d'insuffisance cardiaque, il faudra toujours bannir tout ce qui est sport statique. On est plutôt dans le dynamique. Tout ce qui est marche, natation sont à conseiller donc vivement. On peut toujours conseiller le patient donc pour une réadaptation cardio-respiratoire et fonctionnelle donc professionnelle. Il y a des centres de rééducation et de réadaptation qui sont habilités à prendre en charge ce genre de patient pour essayer de reprendre une vie normale, entre parenthèses, une activité physique. Et on y arrive régulière. On y arrive. On conseille toujours le patient d'aller tout doucement. Ça peut être quelques minutes au début, puis plus par la suite. Respecter son rythme. Et il faut respecter et aller selon son propre rythme. Merci beaucoup, docteur Siham El Harthi. Vous êtes cardiologue à Marrakech. C'était un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir fait le déplacement dans nos locaux ici à Médien TV. Quant à moi, je vous remercie énormément pour votre fidélité, bien sûr. Un grand merci à toute l'équipe qui nous accompagne pour la réalisation, production, diffusion de cette émission à Tanger et à Rabat. On se dit tout très prochainement. Restez avec nous.